Glisshop.com, le spécialiste des sports d'hiver, est heureux de soutenir Coup de Poudre. Depuis plus de 20 ans, l'équipe Glisshop vous équipe et vous conseille pour atteindre des sommets. Coco, you ready? Yeah. Okay, drop in 5, 4, 3, 2, 1, drop it! La première courbe, Enak glisse bien, il arrive à sortir en tête. C'est maintenant pour Perrine. Oh, and there it is. What a gorgeous flip. J'ai su qu'il y avait eu un déclic à ce moment-là dans notre amitié. Ça restera gravé ad vitam aeternam dans ma petite tête. J'ai l'impression d'avoir quitté un peu la terre. Et puis là, les émotions, elles étaient juste folles. Et ouais, je me souviens, c'est peut-être un des plus gros fous rires de ma vie. That was fun! Vous écoutez Coup de Poudre, le podcast qui parle ski par Skieur Magazine. Prêt à suivre les aventures de vos skieurs et skieuses préférés? Alors embarquez pour les récits de leurs meilleurs souvenirs sur les planches. Coup de Poudre saison 2, c'est tout de suite. Épisode 2, Marie Martineau aux confins de l'Europe, hiver 2004. Une immense chaîne de montagnes de 1200 km de long. Véritable frontière entre l'Europe et l'Asie, le Caucase abrite depuis des millénaires une multitude de peuples, réels ou mythiques. Mais il y a une chose que l'on est en revanche certain de trouver dans ces montagnes, des pentes raides et vierges. C'est exactement ce que recherchent les membres de cette expédition. Le freerider Stéphane Routin, une histoire qui se passe en 2004. Donc je suis toute jeune, hein, j'ai tout juste 20 ans. Et je suis dans le team Oxbow, donc qui était une marque qui existe malheureusement plus, mais qui était une marque hyper connue pour leur capacité à faire des belles images, à produire des films et à faire rêver leur clientèle, quoi. Et donc j'avais la chance d'être dans ce team Oxbow. Et en plus, j'y étais avec mon mari de l'époque, Stéphane Routin, qui était un snowboarder, qui était un peu plus âgé que moi, qui avait déjà une belle expérience justement des films, des tournages en outdoor, quoi. Mais moi, c'était ma toute première expérience. Donc on a pris l'avion tous ensemble, on devait être quand même une quinzaine entre les riders du team et puis caméraman, photographe, 2-3 personnes d'Oxbow qui géraient l'intendance et tout. Et donc on était partis pour 2 semaines complètes qui étaient coupées en 2. On passait une première partie du trip en Russie et une deuxième partie du trip en Turquie. Franchement, du départ, c'est le pitch que j'avais. On va en Russie, en Turquie, faire du freeride. Ok, alors moi j'étais une freestyleuse, hein, je faisais du park, du pipe, on appelle ça des park rats. J'étais vraiment un petit rat de parc, quoi. Et j'avais des bases assez solides en ski parce que de gamine au club des sports à La Plagne, on nous faisait souvent faire un peu de backcountry, mais bon, je pensais que j'étais calée pour cet épisode freeride. Voilà, j'ai quand même découvert un tout autre milieu et je me suis sentie toute petite. Mais donc là, on est à l'aéroport, on part. Et donc c'est super, on a tous nos bagages, on est tout propre sur nous, Team Oxbow represent. Et donc on arrive d'abord en Russie. Alors le premier vol, on pose à Moscou. Déjà, là, choc culturel, quoi. L'aéroport est fumeur, les gens sont tous très fermés, très sombre. J'ai une sensation de waouh, déjà ok, c'est plus du tout la France et c'est pas non plus les pays où j'ai eu la chance d'aller, tu vois. On n'est pas aux US, on n'est pas en Suède, là on est dans un autre endroit vraiment différent. Et donc on prend un deuxième avion qui nous emmène à Sotchi où il y a eu les Jeux Olympiques quelques années plus tard. Et donc là, l'aéroport de Sotchi, là c'est encore autre chose. On pose dans un espèce de truc tout délabré avec des barbelés tout le tour. Il y a des mecs en kalachnikov sur le tarmac. On vient nous chercher avec un espèce de camion, un poids lourd, où on doit monter derrière. Il y a un plateau, ils balancent nos bagages et nos skis avec nous et ils nous amènent dans une petite salle où on dédouane plus ou moins. Évidemment, personne parle français, mais pas non plus anglais. Donc, il y a un brouhaha de gens qui parlent, on comprend strictement rien.
Et puis là, il y a un Français qui vient nous chercher, qui est celui qui nous accueillait à Krasnaya Poliana, c'était le nom de la station, qui est devenu Rosa Khutor pendant les Jeux et là où il y avait pas mal de disciplines qui se passaient en 2014. S'il existe un paradis terrestre pour la pratique du snowboard et du ski extrême, il ne doit pas se trouver bien loin de Krasnaya Poliana, à quelques kilomètres de la mer Noire, dans les montagnes du Caucase. Et donc là, on est 10 ans avant. On est dans un espèce de... Krasnaya Poliana, c'est un bidonville à la neige. C'est vraiment le souvenir que j'en ai. Donc, deuxième choc culturel. Avec 5000 habitants, ce petit village rural semble entretenir une certaine nostalgie des années où le bloc soviétique avait encore un sens, dans ces montagnes pourtant bien éloignées de Moscou. On m'attendait à une station de ski, tu vois, et là, il y avait vraiment que des maisons qui se tombaient dessus. Il faisait très froid, tout était gelé. Et donc, ce Français qui nous a récupérés à l'aéroport nous amène dans cette station. Et au milieu de ce bidonville trône un chalet magnifique, tout neuf, en bois, très beau. Voilà, et donc c'est son chalet. Lui, c'est un ancien du PGHM de Chamonix et qui s'était installé là-bas pour faire de l'héliski à des clients certainement plutôt fortunés, quoi. De nos jours, l'activité est surtout concentrée sur la station de ski. Elle accueille tous les ans un nombre croissant de familles russes qui peuvent s'offrir quelques jours au sport d'hiver. Un fort potentiel touristique qu'a très tôt décelé le guide de haute montagne français Marc Testu. Il organise depuis une vingtaine d'années des séjours de ski freeride en hélicoptère autour de Krasnaya. Et donc moi là, je me sentais pas bien parce que j'avais l'impression qu'on était comme une verrue au milieu du paysage, quoi. Cet endroit si cossu au milieu de la misère humaine, vraiment. Donc bon, c'était loin de ce que j'avais pu imaginer comme décor, quoi. Et donc bon, c'était un peu choquant. Donc arrive un petit mec pour nous aider à décharger nos bagages et à les rentrer dans ce grand chalet. Et là, je comprends que c'est quelqu'un qui travaille au service donc du Français en question. Et pareil, je trouve qu'il le traite mal, qu'il lui parle mal. Enfin, et moi, je suis pas du tout dans ce délire-là, quoi. Je pense que j'ai la chance d'avoir grandi dans un endroit plutôt sympa. Et je sais que je suis une privilégiée de la vie, mais c'est pas pour autant que je regarde les gens avec dédain, quoi. Et là, ce gars-là, il le traite trop mal et ça me gêne. Bon, on s'installe. On pose toutes nos affaires, on récupère nos chambres et tout. Et puis, petit brief, parce que le lendemain, on devait attaquer à voler, prendre l'hélicoptère et attaquer à voler et se faire déposer en haut de certaines montagnes. Il y avait quelques-uns du Team Oxbow qui étaient déjà venus, et notamment Ludo Stroll. Et alors lui était très excité parce qu'il savait ce qui nous attendait sur la montagne. Moi, je le savais pas du tout, mais lui savait. Et donc, je le voyais là trépigner. Et le Français qui nous accueillait nous dit, bon, écoutez, ça fait 8 semaines qu'il neige. Mais là, les 15 derniers jours, il a beaucoup, beaucoup neigé. Genre, il y a un cumul de neige qui est monstrueux. Et demain, ils annoncent grand beau. Et genre là, j'ai vu Ludo, ses yeux, ils ont fait poum. Il était là, waouh, super et tout. Bon, moi je me suis dit, super, il va y avoir de la poudreuse et puis il va faire grand beau, c'est plutôt chouette. Et donc voilà, on se lève le matin, au petit-déj, moi j'arrive, ils avaient déplié des cartes, une espèce de carte IGPN sur la table, ils commençaient à essayer de faire des plans, savoir où est-ce qu'ils allaient nous poser et tout. Je comprenais rien et je me suis dit, de toute façon, je vais suivre. Et puis voilà, on a pris la bagnole, on est allé à un espèce de tarmac. Et là, il y avait un hélicoptère qui nous attendait. Un hélicoptère, je sais pas, tout droit sorti de la guerre froide. Un truc en tôle kaki qui payait pas trop de mine, mais j'en ai un souvenir d'un truc énorme. Et donc voilà, il nous briefe un peu, il nous dit on va tous monter dedans et on va faire une première descente où on va tous aller au même endroit et on fera de nouveau un brief en haut de comment ça se passe et tout. Bon. Et là on monte dans l'hélico. Oh là là, le boulot. L'hélico, il y avait des fils au plafond. J'en ai un souvenir abominable, il y avait des fils partout, des fils de fer qui tenaient des câbles et tout. Enfin, c'était pas safe, mais pas du tout, quoi. Moi, j'ai 20 ans à l'époque, je connais les avions et les apparts cossus. Et là, j'étais là, mais on va mourir, en fait. Et c'est pas à la neige qu'on va mourir, c'est dans l'hélicoptère.
Et donc il y avait le pilote, donc le pilote de l'hélico, un ancien de l'armée russe, qui était très fier d'arborer toutes ses médailles et tous ces petits trucs sur sa chemise et tout, en petite chemise. Donc nous, on était harnachés, il faisait froid, tu vois. On était tous bien harnachés, tout le beau matos qui va bien. Et lui, il était là, petite chemise blanche, manche courte, petit pantalon noir à pince et mocassin. Et là, je me dis, mais s'il y a le moins de problèmes ou qu'on doit se poser à un endroit qui doit descendre de l'hélico, je sais pas, avec ses mocassins, ce qu'il va faire. Voler en montagne est la chose pour laquelle je vis. Je pense qu'avec l'expérience que j'ai acquise au cours des 20 dernières années, je peux me poser pratiquement n'importe où. Et donc bon, on est parti, lance les pales et tout, ça fait un bruit de fou, ça claque dans tous les sens. Je me suis dit, mais pourquoi tu fais ça, tu sais. Mais bon, tout le monde avait l'air hyper content, donc tu restes dans le move général du crew, quoi. Super excitée de monter là-haut parce que ici on voit que c'est crépi de neige tellement il y en a, c'est incroyable. D'un autre côté, je suis un peu tendue quand même, c'est un peu excitant, c'est le premier jour et tout. Ils nous déposent, hop, donc on fait comme ils avaient dit, on balance les skis, on saute, on se baisse, et l'hélico on repart. Et donc là, brief du guide, cet ancien du PGHM, donc qui nous explique comment fonctionnent les airbags. Tu sais, il nous avait fait des sacs à dos airbags. Si vraiment ça part, si une avalanche part, tu dois tirer sur un truc, puis tout se gonfle et t'es censé survivre. Voilà le sac ABS. Le sac ABS qui vous permet, si jamais il y a une avalanche, de rester à la surface de la neige. Et là, franchement, j'en menais pas large parce que finalement, moi qui avais jamais eu peur de rien, tu vois, j'étais un peu casse-cou et sauter un gros big air, ça me faisait pas peur. Si les gars ils me disaient tu prends tel élan et ça va passer, je leur faisais confiance. Mais là, il y avait pas d'élan, il y avait pas un début, une fin, il y avait juste une étendue monstrueuse, des montagnes énormes, il y en avait partout. Et en fait, le cumul de neige fraîche des 15 jours précédents, c'était 8 mètres. Et je me rendais même pas compte, mais genre 8 mètres, c'est une folie, quoi. Si tu poses tes skis, tu t'enfonces. J'avais jamais vu ça. Tout le monde était très excité. Et donc, on est partis les uns après les autres. Donc, heureusement, donc Steph Routin et puis Ludo Stroll, ils voyaient bien que je balisais un peu quand même. Et donc, ils m'ont dit, toi, peut-être que c'est cette trace-là qui serait mieux. Tu pars là. If you go straight up on that cliff and go down, how big is it? I'm gonna make 1 or 2 turns and 1 big turn on the right and take it On était quand même a priori dans un endroit qui n'était pas dangereux. Enfin, je veux dire, c'était pas des grosses barres rocheuses. Il pouvait pas y avoir de surprise dans la descente. Mais en attendant, quand t'arrives en haut, ça ressemble pas du tout à ce que c'était quand t'étais en bas. Et puis, tu reconnais rien et tu te dis ok, ça va bien se passer. J'ai mis mes skis. Mes skis n'étaient pas réglés, c'est la petite anecdote, j'étais une couillonne, je mets mes skis et là en fait ça va pas, mes chaussures sont pas réglées pour les fixasses et j'ai sorti un truc du genre mais je comprends pas, c'est des skis d'usine. Et tout le monde s'est moqué de moi parce que je faisais ma princesse, genre mais je comprends pas, c'est des skis d'usine. C'est vrai qu'à l'époque j'avais l'habitude de récupérer des skis chez Dynastar et ils les avaient toujours réglés pour ma taille de chaussures et là ils l'avaient pas fait et puis c'est pas grave, c'est bien à moi de vérifier mon matos d'autant plus quand tu montes à 3500 mètres d'altitude, te faire poser en hélico quoi. Et sauf que là j'étais la seule couillonne qui était. Donc voilà, faux départ, on m'a réglé mes skis. Et puis on est parti et c'est un peu comme en compète. Du moment où j'ai droppé et que j'ai attaqué à skier, toute mon appréhension s'est envolée. Et là j'ai découvert ce que c'était la pente raide, beaucoup de neige, une neige en plus mais d'une qualité, une espèce de poudre sensationnelle. Mes skis s'enfonçaient juste ce qu'il fallait dans la neige. C'était hyper léger. C'était du délire. Et là, j'étais seule au monde. Il n'y avait plus d'hélicoptères branlants, il n'y avait plus de mecs chelous, il n'y avait plus rien. C'était juste, waouh, c'est ça dont ils parlaient hier soir quand ils ont su qu'il y avait autant de neige et qu'il allait faire grand beau. Je fais, ok, c'est ça le freeride. Et ça restera gravé ad vitam aeternam dans ma petite tête. Parce que sur le coup, j'étais jeune et je savais que j'avais de la chance, mais je l'ai peut-être pas mesuré au point auquel je le mesure maintenant parce que j'ai 35 ans et que ça n'est jamais plus arrivé.
et que ça arrive à quand même très peu de gens de descendre des pentes vierges dans des conditions aussi dingues quand tu sais ce que ça coûte 1 heure d'hélico. Et nous, on a fait ça toute la semaine. Je me suis gavée de sensations folles. Puis bon, on a eu de la chance, il n'y a pas eu un problème, ça n'a jamais coulé. Il a continué à faire le grand beau, c'était toujours parfait. Mais bon, c'était dingue. Et c'était la Russie en 2004. Et jamais j'aurais pu imaginer que 10 ans plus tard, j'y retournerais pour faire les Jeux Olympiques. Donc cette journée s'est super bien passée parce que un crew sympa, des garçons. Moi, j'étais la seule fille et ils étaient quand même tous très bienveillants et ils faisaient attention à moi, être sûr que voilà, je me sentais bien et que c'était chouette. Et donc la journée se termine, on rentre au chalet, super chalet très cossu. Et donc le repas avait été préparé. Et le fameux boy qui avait débarrassé tous nos bagages était là, dans les parages, et on passe à table. Et en fait, il s'installe sur une autre table, plus petite, plus basse, et plus loin, là, sur la droite. Je m'en souviens très bien, moi j'étais en bout de table. Et donc, il a le droit de s'installer, tu sais, un peu comme dans Jacouille la fripouille, où tu es censé lui lancer à manger, et il est par terre, quoi. Et en fait, moi, ça me plaisait pas du tout. Et du coup, moi, j'étais un peu insolente. Et en tout cas, je donnais mon avis sans me soucier vraiment de ce que les gens allaient pouvoir en penser. Et donc là, j'ai pété un plomb, en fait. J'aurais dit, mais moi, je mange pas si ce monsieur-là, il mange sur une autre table que nous, plus loin. Enfin, il fait partie de la team. En tout cas, pour cette semaine, il est avec nous tout le temps. Il se tape tout le sale boulot. Nous, on est là, on est comme des princes. C'est hors de question que je mange s'il est pas à table. Ça a créé un espèce de froid. Du coup, il est venu manger à table avec nous. Voilà, le mec qui nous accueillait lui a dit bon bah viens manger avec nous. Il était pas plus à l'aise je pense que ça l'a mis lui-même mal à l'aise parce que c'était pas dans leur code, parce que pour lui il avait pas le droit de manger à cette table. Et c'est là où je veux en venir, c'est que c'était tellement ancré que il était une sous-personne, je sais pas, quelqu'un qui est au service des gens plus riches, que lui-même était pas à l'aise de finalement manger en face de moi. Et j'en ai un souvenir terrible, quoi. Mais j'étais quand même contente d'avoir dit ce que je pensais et peut-être d'avoir allumé un petit truc chez lui, de se dire, ouais, peut-être qu'en fait, c'est pas normal d'être traité comme ça, quoi. Mais bon. La semaine a été folle. Et puis après, on a dû traverser de la Russie à la Turquie, où on devait se rendre à Trabzon, qui est une ville portuaire, qui est vraiment au bord de la mer, mais qui est en dessous de montagnes assez intéressantes. Et donc, on repart de ce chalet cossu, on descend à Sotchi, qui est aussi une ville portuaire, et là, on devait embarquer sur un espèce de bateau. On embarquait le soir, et on mettait la nuit à traverser, et on arrivait au petit matin en Turquie. Et là, le sketch. Donc, on fait la queue, on monte sur le bateau. Enfin, et avant de monter sur le bateau, il y a grosse discussion entre donc le français qui, a priori, est celui quand même qui est censé gérer notre transfert, et les autorités russes et turques. Et ils veulent pas qu'on embarque. Et en fait, ils veulent pas qu'on embarque parce qu'il faut payer, parce qu'il faut bakshicher. Et moi, c'est pareil, c'est des trucs que je connaissais pas du tout, quoi. Enfin, tu vois, ça peut-être dans les films, tu vois. Et donc le Français en question, il savait que ça allait arriver, je pense. Et du coup, je l'ai vu, de mes yeux vus, sortir une mallette avec du cash. Il a posé la mallette de cash, et là, on a pu passer. J'en revenais pas, moi, j'étais scotchée, je suis ok. Et donc, on a embarqué sur ce bateau, tout aussi sordide que le reste, avec des filles de joie et des gens qui font du commerce, j'imagine, entre la Russie et la Turquie. Espèce d'homme d'affaires, mais un peu dégueu. Et par contre, on est arrivé à Trabzon le matin, et là, on avait changé de décor. C'était dingue. Là, c'était la Turquie. Il y avait des couleurs, des gens souriants, qui parlaient fort, qui étaient trop heureux de nous accueillir. Notre hôtel était juste un petit peu après l'endroit où on a atterri avec le bateau. Et donc, on est allé à pied. Et c'était super chouette, ils étaient trop contents dès qu'ils nous voyaient et qu'ils entendaient, les gens dans la rue, ils nous entendaient parler, ils comprenaient qu'on était français.
Et ils étaient là, français et tout. Et ils disaient à chaque fois, mais ça arrivait toute la semaine, français. Alors on disait oui, ils disaient Zinedine Zidane. Et genre, tu sais, on était trop les bienvenus, quoi. Et c'était hyper agréable de se sentir accueillis comme ça. Et alors là, pour le peu au niveau ride, la neige était vraiment moins bonne. C'était très souvent croûté parce que on avait un peu changé de. C'était plus du tout le même climat, quoi. Et donc là, on était. Ça restait quand même la Turquie, il y avait de la neige. En haut, c'était un peu meilleur, mais. Et donc ils avaient fait traverser l'hélicoptère. L'hélicoptère russe avait volé, pareil, toute la nuit pendant que nous on était dans le bateau, et on avait le même hélicoptère avec le même pilote. Et pareil, on a fait des trucs dingues. On est monté un jour. Ils avaient repéré un village qui était assez haut en montagne et qui a priori était habité l'hiver, mais complètement coupé du monde. Et donc le matin, ils nous disent bon, on va monter à ce village et tout. On sait pas trop comment ça va se passer, ce qu'on va trouver en haut, mais bon, c'était un peu l'idée du trip aussi. On était quand même un peu, voilà, un jour après l'autre, il y avait des trucs très cadrés, des choses que vraiment Oxbow voulait filmer, et puis il y avait aussi des parties où on se laissait un peu guider, et puis advienne que pourra. Et donc là, on embarque dans une espèce de camion un peu 4x4, quoi. Et on monte sur ce chemin qui est tout enneigé. Les riders prennent place à bord d'un Unimog, un drôle d'engin tout-terrain, dont l'âge prouve sans aucun doute la fiabilité. Ça me rappelle l'armée, moi. Et on arrive à mi-chemin. Et là, il y avait un mec et une nanette qui remontait le chemin devant nous à pied dans la neige. Il y avait quand même 50 de neige. Ça devait être quand même chiant de remonter à pied. Et elle était chargée avec un fagot de bois hyper gros, qui avait l'air hyper lourd. Et son monsieur à côté, lui, marchait tranquille avec son fusil comme ça. Il marchait et c'est elle qui portait tout. Et donc on s'arrête. Notre interprète commence à discuter un peu avec eux. Et ils nous disent qu'en fait, ils sont en train de remonter au village. Alors du coup, on leur propose de les monter, tu vois, c'était l'aubaine. Donc ils grimpent avec nous. Regarde, avec des sangles, hein, pas de sac à dos. Regarde. Et ça te scie les épaules. Et comme je te le disais tout à l'heure, j'avais pas trop ma langue dans ma poche, donc je demande à l'interprète, je dis, comment ça se fait que c'est elle qui porte le fagot de bois et tout Non mais un fagot d'un autre monde, 2 fois plus large que ses épaules, blindé de bûches de bois. Donc je dis, il est un peu abusé quand même. Enfin, je trouvais ça machiste en fait comme comportement. Et donc il leur pose la question et en fait c'est elle qui lui répond et il me retraduit et en fait elle lui a dit mais non, mais pas du tout. Si on se fait attaquer, alors pas par des humains, mais par des bestioles, tu vois, je sais pas, des ours ou je sais pas, enfin voilà, si on se fait attaquer par des bêtes, lui il sait tirer et tout, les hommes ils savent tirer, nous les femmes on n'apprend pas à tirer, donc je sais pas tirer, donc je suis bien contente de porter le bois parce que c'est lui qui au pire nous sortira de cette situation qui pourrait arriver. J'étais là, waouh, délire. Et là pareil, un peu pas un choc culturel, mais tu vois, je me suis dit, ah putain Marie, t'es un peu stupide, tu vois la vie au travers de tes yeux, d'européenne, d'occidentale. Juste, il y a des gens, ils vivent pas comme chez nous, et en fait, c'est pas grave, même au contraire, c'est génial. Et peut-être arrête de juger tout de suite. Tu vois, tout de suite, moi, je l'avais mal jugé en me disant, putain, quel enfoiré, elle a laissé porter tout le bois, on n'a jamais vu ça. Et en fait, voilà, eux, ils le voyaient comme ça, et eux, ça leur convenait bien, et culturellement, c'était leur truc, quoi. Et puis, on a débarqué dans ce village. Il doit y avoir, je sais pas, peut-être 7-8 maisons. Effectivement, elles étaient habitées, il y avait du monde, il y avait des gamins dehors, ils jouaient dans la neige, ils avaient le teint tout jaune, je pense qu'il y avait une espèce de jaunisse dans le village ou un truc comme ça. Ils avaient, les yeux jaunes et tout, on voyait quand même qu'ils avaient un petit souci de santé. Mais bon, ils n'avaient pas l'air mal en point, hein, mais juste, c'était un peu surprenant. Et ils nous ont, pareil, accueillis, mais avec une gentillesse, les bras ouverts, très heureux de nous voir débarquer alors qu'ils ne voient personne pendant 6 mois. Tant qu'il y a de la neige, ils ne voient personne là-haut. Et moi, je me disais, mais attends, mais ils vont halluciner qu'on arrive là, tu sais, un peu en mode américain, avec tout notre matos de nouveau, les caméras et tout. Et en fait, pas du tout. Ils étaient trop contents. Ils n'ont pas du tout eu peur de nous. Ils nous ont proposé de passer la nuit dans leur village. Donc, on a passé la journée.
avec les gamins, on a sorti nos planches, on leur a fait essayer. Eux, ils nous ont montré comment ils glissaient sur la neige avec des trucs en bois, des ficelles. C'était des riders, en fait, mais dans leur délire. Et on a passé la nuit dans une des maisons. Donc, une des familles qui nous a accueillis. Il y avait les vaches en dessous, au rez-de-chaussée. Et ça servait de chauffage central pour la pièce au-dessus. Une seule pièce où on était tous. Et il y avait un poêle. Ils nous ont fait du thé. On a bu des litrons de thé. Je pense que tout ce qu'ils avaient à nous faire goûter, ils nous l'ont fait goûter. Ils n'avaient rien, ils n'avaient pas grand-chose. Mais tout ce qu'ils avaient, ils nous l'ont fait goûter, ils l'ont partagé avec nous. C'était incroyable. Et j'ai un super souvenir de... Je pense que c'était la maman de cette maison-là. C'était une dame qui devait avoir, je sais pas, peut-être 45, 50 ans max. Mais elle en paraissait beaucoup plus. Elle était marquée par le soleil, par la dureté de la vie, par tout un tas de choses, quoi. Et elle avait une grosse main de Fatma autour du cou. Et moi, j'avais une croix de Savoie que mon père m'avait offert, que j'avais autour du cou aussi. Et du coup, au bout d'un moment, elle vient me voir et... Alors, elle parlait évidemment ni français, ni anglais, ni quoi que ce soit d'autre que sa langue, arabe. Et moi, je parle pas du tout arabe. Et donc, du coup, elle commence à me parler. Et en fait, elle voulait savoir ce que c'était, puisque c'était pas ce qu'elle avait, elle, autour du cou. Et je pense que c'est la première fois de sa vie qu'elle était face à quelqu'un qui, a priori, n'avait pas la même religion qu'elle, croyait pas exactement aux mêmes choses. Mais c'était chouette parce qu'elle était juste curieuse. Elle me regardait un peu chelou quand même, tu vois, genre, qu'est-ce que c'est? Je sais, sur un ton un peu, mais c'est quoi? Mais c'est pas, t'as pas la main de Fatma et tout. Enfin, j'en ai déduit que c'était ça qu'elle me disait. Et puis l'interprète était plus loin, il faisait d'autres trucs et j'avais même pas envie qu'il vienne traduire parce que juste, il se passait un truc entre cette femme et moi. Et donc voilà, je lui ai montré ma croix de plus près, je lui ai montré le ciel, je dis voilà, donc voilà, on s'est bien compris en fait. Mais voilà, j'en ai retenu que on n'a pas de différence finalement et que si t'es bienveillant avec les gens que t'accueilles, ben en fait on est des êtres humains, on est des animaux sociaux, on est fait pour s'entendre, pour se comprendre et c'était chouette. Je pense que ça a vraiment été le début de ma façon de voir les choses bien autrement quand je suis rentrée en Europe. Tu vois, je n'ai absolument pas peur de l'immigration, je n'ai pas peur des différences. Je kiffe rencontrer des gens qui ont une culture différente parce que cette expérience-là, elle a été douce, agréable. On pouvait que se rendre à l'évidence que ces gens étaient très heureux de nous accueillir et que eux, ils étaient bien plus intelligents que nous et qu'ils n'avaient pas eu peur de nous et que on se construisait un peu sur des schémas particuliers en Europe quand même. Donc voilà, on n'a pas fait beaucoup de ski sur ces 2 jours-là dans ce village, mais on a partagé la glisse avec des gamins de 13 ans qui étaient trop contents d'essayer nos boots, les snowboards et tout. Et c'était hyper enrichissant, en tout cas, et beaucoup plus altruiste que les grandes pentes super enneigées de la Russie, que j'ai évidemment adoré. Mais là, il s'était passé quelque chose d'humain et c'était chouette. Merci d'avoir écouté Coup de poudre, un podcast réalisé et monté par Charlotte Barzac pour Skier Magazine. Pour cet épisode, nous tenons à remercier Gaylor Pedretti ainsi que le Hi-Fi Festival d'Annecy qui nous a permis d'enregistrer cette interview. Un grand merci évidemment à Marie Martineau pour sa gentillesse et pour le temps qu'elle nous a consacré. Vous pouvez retrouver le meilleur du ski dès à présent dans nos magazines en kiosque, sur notre site internet skier.com ou sur notre application smartphone. Rendez-vous également sur le site de notre partenaire Gliss Shop, l'enseigne de référence des amoureux de la montagne. Des experts vous attendent pour échanger autour d'une passion commune et vous faire découvrir du matériel de qualité parmi les plus grandes marques. Enfin, pour ne rater aucun épisode du podcast, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement à Coup de poudre. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était Coup de poudre, un podcast Skier Magazine.